Rebonjour mesdames et messieurs, désolé pour ce petit retard, mais ça vous a permis également de profiter un peu plus longtemps de la pause café. Malheureusement, on va attendre un tout petit peu madame la rectrice avant de vous la présenter, mais je vais en profiter tout de suite pour introduire cette troisième session de la matinée qui aura pour objet la recherche expérimentale en éducation. Donc, je suis Adrien Pavlik, je suis le directeur du programme Innovation, Données, Expérimentation en éducation, également le responsable de la recherche à GEPAL Europe. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter les deux intervenants qui sont déjà sur scène. Donc, merci beaucoup Axel Charpentier d'avoir accepté notre invitation. Axel a une expérience de plus de 10 années dans la recherche en éducation. On a eu la chance de la côtoyer durant ces 4 premières années au sein du laboratoire GEPAL Europe. Donc c'est pour nous un plaisir de l'avoir aussi à nouveau sur scène. Ensuite, Axel a développé une connaissance fine de l'expérimentation dans le champ plus large des politiques de jeunesse via son poste, et on l'entendra plusieurs fois au cours de la matinée, mais du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, donc le FEJ, où elle était responsable du pôle évaluation et capitalisation des résultats. Ensuite, elle a pu travailler pendant 3 ans sur différents projets de recherche au sein de Sciences Po Paris, avant de définitivement rejoindre jusqu'à présent le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, au sein de la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, plus connue sous son acronyme de la DEP, et plus facile à prononcer également. Elle occupe dans un premier temps le rôle de chef du bureau de l'évaluation des dispositifs éducatifs et des études sur les pratiques enseignantes, avant de devenir tout récemment la nouvelle chef du bureau de l'appui à l'évaluation des politiques publiques et de soutien à la recherche. Donc encore merci Axel d'avoir accepté notre invitation. Enfin, je me tourne vers M. Marc Gurgan, qui est l'actuel directeur du département d'économie de l'ENS et professeur à l'École d'économie de Paris. Il est également professeur affilié au réseau de GEPAL, et occupe la position de directeur scientifique de notre bureau à GEPAL Europe. Il est membre également du Conseil scientifique de l'éducation nationale et est le coordinateur scientifique du programme Innovation, Données, Expérimentation en éducation, dont il nous parlera un peu plus en détail au cours d'une de ces sessions. Cela fait maintenant plus de 15 ans que Marc contribue au développement de la recherche expérimentale en éducation en France, notamment grâce au fonds mis à disposition par le FEJ, encore merci. Et donc ça a coïncidé avec les débuts des travaux du GEPAL Europe dans ce domaine-là, qui est un des acteurs majeurs de la recherche à l'heure actuelle. Donc, sans plus attendre, je vais demander à Marc de nous rejoindre pour présenter dans un premier temps les résultats d'une expérimentation qui a eu lieu au sein de l'Académie de Versailles, Énergie Jeune. Donc on va vous présenter sur une première session de 3 interventions un cas pratique, cas concret d'expérimentation qui a déjà été mise en œuvre, dont on a déjà les résultats, d'accord, avant par la suite de prendre un petit peu de recul et d'avoir de nouveau une présentation de nos 3 intervenants sur la construction de cet écosystème également qui permet le développement de la recherche expérimentale en éducation en France. Donc merci beaucoup d'applaudir Marc pour sa venue sur le podium et pour sa présentation. C'est moi qui appuie. Merci beaucoup, merci Adrien. C'est un grand plaisir d'être ici et de contribuer à ces 2 journées extrêmement importantes pour nous à GEPAL. Et donc, on va vous parler de l'expérimentation en éducation, et on avait décidé de commencer par un exemple très concret d'une expérimentation qui a été menée. On a mené beaucoup d'expérimentations en éducation ces dernières années, et encore toujours. Et on en a choisi une parce que l'Académie de Versailles, dont la rectrice va bientôt nous rejoindre, a été particulièrement impliquée dans cette expérimentation, et donc c'était particulièrement précieux de pouvoir avoir cet échange, comme tout à l'heure au sujet des politiques d'emploi, entre les chercheurs et puis les acteurs. Alors cette expérimentation, qui s'appelle « Exploiter tout son potentiel », qui a été mise en œuvre par Énergie Jeune, a été évaluée par un certain nombre de chercheurs.
Et pour la présenter, je voudrais faire juste un tout petit pas en arrière et donner la vision d'ensemble, je crois, aujourd'hui de l'éducation. Une des grandes problématiques de l'éducation pour nous en France, c'est celle de sa contribution à la mobilité sociale. Et il y a eu des études récentes de jeunes chercheurs qui ont présenté des faits, des analyses statistiques extrêmement préoccupantes sur la faible mobilité sociale en France en général, et notamment celle qui transite par l'accès à l'enseignement supérieur. Et en fait, il y a une sorte de surprise pour nous, qui est que le degré de cette mobilité sociale est très, très proche, étonnamment proche, de ce qu'on observe aux États-Unis, qui n'est pas quelque chose qu'on attendait particulièrement, parce qu'on a dans l'idée qu'on a un système d'enseignement supérieur gratuit, et que l'enseignement américain, le système américain, est en grande partie onéreux, très onéreux. Et on avait plutôt sans doute le préjugé que finalement le lien entre les ressources financières des ménages et l'accès de leurs enfants à l'enseignement supérieur en France ne devait pas être si mauvais que ça. Eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, il est aussi mauvais qu'aux États-Unis, c'est-à-dire très mauvais. Ça remet en scène, c'est pas une idée complètement nouvelle, mais je pense que ça remet en scène, ou ça dramatise encore un peu plus cette question. Alors il y a beaucoup de dimensions sous lesquelles on a envie de travailler pour réfléchir à des politiques qui peuvent aller dans la bonne direction sur la base de ce constat. Et ce projet s'intéresse à une dimension qui est de plus en plus jugée comme extrêmement importante, qui attire un intérêt croissant des chercheurs, mais aussi, on le verra tout à l'heure, des décideurs publics. C'est en général ce qu'on va appeler les dimensions socio-émotionnelles. Un des constats que l'on a, c'est que même à résultats scolaires donnés, les jeunes d'origine défavorisée ont tendance à se sous-estimer, à sous-estimer leur performance. Ça a toutes sortes de conséquences. Ça a des conséquences sur leur engagement scolaire, ça a des conséquences sur leur choix d'orientation, ça a des conséquences multiples. Et donc, il semble que c'est un sujet très très important. On a fait beaucoup d'efforts, où on essaye d'en faire sur la lecture, sur les apprentissages, mais le socio-émotionnel est sans doute quelque chose d'également très important. Et l'intérêt de ce sujet, de ce projet, c'est précisément d'exploiter ces dimensions. Or, on observe aussi que la France, sur tout un tas de dimensions socio-émotionnelles, est extrêmement mal placée de façon générale. Quand on regarde les comparaisons internationales avec PISA, on s'aperçoit que sur l'estime de soi, les élèves français sont parmi les plus mauvais des pays interrogés dans PISA. Que sur la persévérance, l'autodiscipline, ils sont particulièrement mauvais. Et sur des dimensions qui sont jugées dans la littérature psychologique comme extrêmement décisives, qu'on appelle en anglais locus of control, internal locus of control et growth mindset, on est également extrêmement mal placé. Ce que ces notions recouvrent, c'est d'une part l'idée que les gens ont ou n'ont pas, que leurs succès ou leurs échecs sont le résultat de leurs actions et pas de conditions externes. Et d'autre part, l'idée que l'intelligence n'est pas une capacité fixe, mais que l'intelligence est une capacité évolutive sur laquelle on peut agir par ses actions. Et donc, ces idées-là, pour ces idées-là, les élèves français ont particulièrement une vision fixiste de leur propre intelligence, et c'est potentiellement un sujet tout à fait préoccupant. Alors, ce qu'a fait cette expérimentation, ça a été de travailler avec les élèves sur ces sujets, en essayant de faire évoluer leur conception de leur propre intelligence et leur conception de leur propre contrôle à travers leurs actions et leurs efforts sur les succès ou les échecs qu'ils peuvent avoir, notamment en milieu scolaire. Alors, ce qui est très frappant dans cette expérimentation, donc elle est mise en œuvre par une association qui s'appelle Énergie Jeune, c'est qu'au fond, c'est une dose de traitement, pour reprendre ce terme de traitement que les gens qui font de l'expérimentation utilisent beaucoup, c'est une dose de traitement assez faible qu'on propose aux élèves. Il s'agit de faire 3 séances par an, pendant toute la scolarité au collège, 3 séances de 55 minutes. Donc on parle de 11 heures d'intervention sur une période de 4 ans.
c'est pas une intervention très onéreuse, c'est pas une intervention qui consomme énormément de ressources, de temps des élèves. Cette ressource, elle est précieuse parce qu'on a aussi envie qu'ils fassent malgré tout des maths, du français, de l'anglais, de l'espagnol, etc. Donc, finalement, c'est une dose assez légère. Et la question, c'est est-ce que malgré tout, on a des résultats, on arrive dans ce temps finalement faible, si on s'organise bien, si on le fait bien, à faire progresser les élèves dans ces dimensions socio-émotionnelles qui nous préoccupent. Et donc, cette association, elle mobilise des bénévoles, qui souvent sont des salariés d'entreprises qui participent au projet, qu'elle forme à un protocole d'intervention, un calibrage des séances extrêmement précis. Donc il se passe un certain nombre de choses qui sont tout à fait formalisées dans les séances et qui sont destinées à faire des exercices, des activités, des réflexions, des discussions, tout un tas de choses qui sont destinées à faire prendre conscience aux élèves du fait que, de faire évoluer leur locus of control et leur vision, si possible, de moins en moins fixiste de l'intelligence. Donc, ce programme est mis en œuvre dans un échantillon, enfin mis en œuvre et pas mis en œuvre, dans un échantillon d'une centaine de collèges, à plusieurs endroits en France, mais notamment dans l'Académie de Versailles. Et les chercheurs ont tiré au sort environ la moitié des collèges qui ont mis en œuvre le programme pendant toute la scolarité, ou pas, s'ils sont dans l'échantillon de contrôle, pendant toute la scolarité des élèves dans leur scolarité de collège, de la 6e à la 3e. Ce tirage au sort permet de faire des comparaisons pertinentes, et ensuite, on essaye de mesurer des choses qui nous intéressent pour juger de la pertinence de l'intervention. Alors, ils vont utiliser plusieurs instruments de mesure, plusieurs concepts et façons de les mesurer. Je vais en signaler seulement quelques-uns, et puis Axel, tout à l'heure, parlera plus précisément des données administratives, mais en partie, ils ont mobilisé des données administratives, en partie, ils ont réalisé des enquêtes. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Vous avez ici un graphique, alors un petit peu compliqué, mais je l'explique en un instant. Grade 7, 8 et 9, c'est la 5e, la 4e et la 3e. Donc pour différents niveaux scolaires, on mesure les choses à différents moments. Donc là, en Grade 9, en 3e, les élèves ont reçu pendant les 4 ans l'ensemble de la dose d'intervention qu'on leur a proposée. Et ce qui est ici marqué par les petits points au-dessus de 0, c'est la taille des effets qu'on obtient en comparant les résultats dans le groupe où a eu lieu l'intervention et dans le groupe de contrôle. Donc c'est une mesure de la progression, de l'amélioration de la situation provoquée, causée par l'intervention elle-même. Je ne vais pas commenter trop longuement l'échelle qui est à gauche, entre 0 et 0,1. C'est, pour les spécialistes, c'est ce qu'on appelle des proportions d'écart-type des scores. Le score qu'on a ici, ce qu'on a cherché à mesurer, c'est la conception fixiste ou pas de l'intelligence. Donc plus on est haut, plus les élèves ont progressé pour comprendre qu'ils peuvent agir sur leur intelligence et qu'ils ne sont pas pour toujours bêtes ou intelligents, mais que c'est quelque chose qui se travaille et qui évolue et sur laquelle on peut agir. Donc un effet positif, ça veut dire les élèves, par rapport au groupe de contrôle, ont changé leur conception de leur intelligence. Et vous voyez qu'il y a des effets nettement positifs. Les traits sont des intervalles de confiance, donc ça vous donne, plus ils sont petits, plus ça veut dire que c'est étroit. On a envie qu'au total, ce soit au-dessus de 0. On a des effets tout à fait sensibles, qui ne sont pas d'ordre de grandeur énorme, mais extrêmement sensibles. On a réussi véritablement à changer la perception que les jeunes avaient de cette compétence. La deuxième chose à remarquer, c'est que l'effet, en fait, provient presque exclusivement des filles. Et la deuxième chose qu'on a envie de se poser, la deuxième question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que ça a des conséquences réelles sur des choses qui, à la fin, nous semblent importantes, qui sont les résultats scolaires des enfants. C'est évidemment pas la seule chose qui nous préoccupe, mais ça préoccupe quand même un petit peu les acteurs de l'éducation nationale. Et donc pour ça, on va aller mesurer leurs résultats scolaires dans des données administratives.
Et à nouveau, vous voyez, et c'est ça le résultat le plus spectaculaire, c'est que quand vous avez fait évoluer la conception que les enfants ont de leur capacité réelle à progresser à condition de s'en donner les moyens, eh bien, ils progressent effectivement. À nouveau, les effets sont sensiblement plus forts pour les filles que pour les garçons, mais ils ont l'air présents un petit peu partout, notamment à l'issue de l'ensemble du programme, c'est-à-dire en classe de 3e. Et donc, on a ce résultat aussi très important qu'on a réussi à faire progresser les élèves. Dernier commentaire, les ordres de grandeur. Les ordres de grandeur, il faut reconnaître, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, ils sont modestes. Mais ces ordres de grandeur, d'une part, on a deux discussions intéressantes. L'une, c'est que ces ordres de grandeur modestes, on les obtient avec finalement assez peu d'efforts. Et donc, il y a beaucoup de cas, beaucoup d'interventions pour lesquelles on fait des efforts considérables, on met des ressources considérables, et on a des effets qui sont parfois zéro, tout simplement, parfois plus forts que ça, mais pas forcément tellement proportionnés à l'effort tellement plus vaste que l'on a mis en œuvre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et je pense que Madame la rectrice va nous en parler tout à l'heure, c'est que, évidemment, maintenant qu'on a un peu cette preuve de concept qu'on est capable de faire des choses dans ce domaine, eh bien, on a envie de réfléchir aux moyens de faire plus, de faire mieux, de mobiliser davantage d'acteurs, et pas juste un acteur externe, mais de mobiliser les enseignants, de mobiliser les familles. Et donc ça, évidemment, c'est l'étape suivante d'un programme de recherche comme celui-là. On apprend des choses et ça nous donne envie de continuer et d'améliorer la réflexion sur les politiques. Et je suis sûr que Madame la rectrice va revenir là-dessus dans un instant. Je vous remercie. Merci beaucoup Marc. J'en profite juste du coup pour remercier Madame la rectrice, Madame Charline-Avenel, de nous avoir rejoints. Je sais que c'est aussi dans des conditions rocambolesques et dans un calendrier académique qui est très chargé en fin d'année. Et voilà. Une trottinette par temps de pluie avec talent pour réussir à rejoindre. Donc merci beaucoup et je voulais juste vous faire une petite introduction aussi pour vous remercier, vous dire que ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant que vous dédiez votre temps et votre expérience professionnelle à des responsabilités de conception, de pilotage et de mise en œuvre des politiques publiques éducatives, que dès 2004, vous avez rejoint en tant que chef de bureau de l'éducation et de l'enseignement supérieur la direction du budget du ministère des Finances, qu'ensuite, à partir de 2007, vous étiez au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en tant que conseillère budgétaire, puis directrice adjointe en charge des moyens, des évaluations et de la recherche, avant, en 2012, de devenir directrice adjointe de l'Agence nationale de la recherche. À partir de l'année suivante, vous avez été secrétaire général de Sciences Po, poste que vous avez occupé pendant 5 ans, avant, en 2018, d'être nommée rectrice de l'Académie de Versailles, poste que vous occupez toujours aujourd'hui. Encore merci pour votre venue et votre prochaine intervention. Mais maintenant, je vais passer la parole à Axel Charpentier qui va nous donner un éclairage sur comment les données de l'ADEPE ont été utilisées sur le projet Energy-Jeune. Merci Adrien et merci beaucoup pour cette invitation de l'ADEPE à ce colloque. Avant d'expliciter l'apport de l'ADEPE à la mise en œuvre de l'étude d'impact d'Energy-Jeune, je vais d'abord revenir sur quelques éléments de contexte pour décrire la manière dont se met en place la recherche à l'ADEPE, au regard notamment des discussions ce matin autour de l'institutionnalisation de la recherche et de l'évaluation au sein de directions d'administration centrale, par exemple. Donc rappelons d'abord que l'ADEPE, c'est le service statistique ministériel de l'éducation nationale. Elle a en fait une double tutelle, une tutelle du ministère de l'Éducation nationale et également une tutelle de l'INSEE, qui donne un gage en fait d'indépendance à nos travaux. Et la recherche fait partie de l'ADN de l'ADEPE, et ce depuis de très nombreuses années. On produit des données, et j'y reviendrai, des données qui sont très utiles, très appréciées pour la recherche, qui sont également extrêmement utiles pour veiller à l'implémentation de la politique publique et donc en matière de pilotage. Et donc on a cette activité qui nous mobilise très très fortement de production de données, de production statistique, mais on a également une production d'études à l'ADEPE. Des études qui peuvent être de nature descriptive, mais également des études d'impact avec contrefactuel, comme on a pu en discuter ce matin.
Et l'ADEPE facilite d'ailleurs cette place de la recherche au sein de ces équipes. On accueille dans nos équipes, par exemple, des doctorants qui sont donc en cours de thèse. On a également des docteurs. Et depuis l'année dernière, on expérimente un nouveau dispositif, le dispositif COFRA, qui finance en fait des thèses en administration centrale au service de la connaissance scientifique pour derrière éclairer la politique publique. Au fil du temps, ce qu'on observe, c'est une interdépendance vraiment très forte qui s'est nouée entre l'ADEPE et la communauté scientifique. On a une activité d'animation de la recherche en éducation. Alors la recherche en économie comme celle qu'on vous présente aujourd'hui, mais également la recherche en éducation qui peut être faite par des chercheurs en sciences de l'éducation, en sociologie, en sciences cognitives par exemple. Au-delà de cette animation de la recherche, de cette valorisation aussi des résultats de la recherche auprès du décideur, on est amené donc nous-mêmes à mettre en place un certain nombre d'études en collaboration avec des équipes de recherche. On peut citer 2 évaluations récentes, des évaluations d'impact de politique publique qui répondent aux standards scientifiques, qui sont des évaluations rigoureuses avec contrefactuel, l'évaluation de la réduction de la taille de classe en éducation prioritaire et également l'évaluation du plan numérique de 2015 qui a consisté en fait en des politiques d'équipement à très grande échelle dans les établissements scolaires. On fait également appel aux chercheurs pour construire de nouvelles enquêtes ou pour bâtir avec nous de nouveaux instruments de mesure, notamment s'agissant par exemple des compétences des élèves, et notamment sur les aspects socio-émotionnels dont on a parlé à l'instant. Et puis l'ADEPE produit également une revue scientifique avec le SIES, qui est le service statistique de l'enseignement supérieur et de la recherche, éducation et formation. Dans le cadre de nos missions, on soutient également la recherche en mettant à disposition de la donnée administrative dans un cadre conventionnel adapté. Et ces données, elles sont utiles aux chercheurs pour différents aspects de leurs études. La première, c'est déjà de trouver des terrains, de construire des échantillons. On va également fournir de la donnée pour mesurer des impacts à moindre coût. Marc vous a présenté rapidement l'expérimentation Énergie Jeune. Il faut savoir qu'il y a eu des efforts de collecte sur le terrain très considérables qui impliquent en fait derrière des coûts d'évaluation, donc la recherche de financement pour les équipes de recherche, mais c'est également un coût pour le terrain. Ça veut dire qu'on mobilise des établissements scolaires pour administrer des enquêtes et c'est assez lourd. Donc d'où l'intérêt d'avoir également des sources administratives pour essayer de réduire ces coûts quand c'est possible. On peut aussi, grâce aux différents services statistiques ministériels, mesurer des effets de long terme. Regardez par exemple le devenir des élèves dans l'ensemble de leur scolarité, mais également après, dans l'enseignement supérieur, et puis également sur le marché du travail. Et puis nos données, elles seront également très utiles pour les chercheurs quand ils cherchent à contextualiser leurs résultats. Des expérimentations comme Énergie Jeune, elles s'inscrivent dans des échantillons particuliers. Alors, on cherche à construire des échantillons pour qu'ils aient une validité, qu'on va dire, externe la plus forte possible, qui soit représentatif de la population qui pourrait être ciblée par ce type de politique. Et donc, tout ça, on peut le vérifier par des sources administratives. Et donc, dans le cadre de l'expérimentation Énergie Jeune, l'ADEPE a été associée dès son lancement, au cours de l'année scolaire 2014-2015, pour accompagner l'équipe de recherche sur différents aspects liés à la mise en œuvre du protocole. Donc, on a notamment fourni un service de stockage de données individuelles à l'ADEPE qui permettait d'identifier les élèves bénéficiaires comme les élèves non bénéficiaires de l'intervention Énergie Jeune, ce qui permettait en fait par la suite de pouvoir enrichir les données collectées par les chercheurs. On a également conçu en lien avec les chercheurs un protocole de pseudonymisation qui permet en fait aux chercheurs de collecter des données, d'utiliser également des sources administratives, tout en respectant la confidentialité des données individuelles. Et donc ça, c'est très important pour pouvoir mettre en œuvre ce type d'études. Et puis, comme je le disais, on a mis en place un protocole d'enrichissement qui a permis aux chercheurs d'accéder à différentes sources de données pour venir compléter leurs données d'enquête qui ont été collectées dans les collèges.
Ça a permis à l'équipe de recherche de caractériser les établissements scolaires dans lesquels l'expérimentation a été mise en place, qu'il s'agisse d'établissements bénéficiaires ou non bénéficiaires de l'intervention énergétique, ce qui permettait par exemple de dire que les établissements bénéficiaires ressemblaient à ce qu'on observait en moyenne dans l'éducation prioritaire en France. Et puis, ça permet aussi aux chercheurs de mieux définir leur échantillon. On a au sein du système d'information à l'ADEPE des données sur, par exemple, l'origine socio-économique des élèves. Et quand on veut regarder des questions d'hétérogénéité, comme on a mentionné ce matin, c'est intéressant de regarder si le dispositif il marche le plus pour des élèves qui sont peut-être les plus en difficulté au départ. Et puis, bien entendu, nos données ont permis de documenter les trajectoires des élèves et notamment de regarder les résultats au brevet des élèves bénéficiaires et de les comparer avec les élèves non bénéficiaires. Cette mise à disposition, elle va se poursuivre à l'ADEPE pour mesurer des effets de long terme, en regardant notamment l'orientation des élèves dans la poursuite de leur scolarité au lycée, et puis également la suite avec, par exemple, l'enseignement supérieur et ce qui peut éventuellement se passer après, également, pourquoi pas, sur le marché du travail. Et puis, pour conclure et passer la parole à Madame la rectrice, dire également que l'ADEPE continue d'accompagner cette équipe de recherche qui effectivement s'intéresse à de nouvelles modalités d'intervention pour favoriser le développement de ces compétences socio-émotionnelles chez les élèves, dans le cadre notamment de nouvelles études qui ont reçu l'impulsion très forte de Madame la rectrice notamment. Voilà. Merci beaucoup à de l'éducation nationale en charge des politiques publiques d'éducation peut s'emparer de tels résultats pour expérimenter et évaluer à plus grande échelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, c'est tout à fait vrai que j'ai failli tomber en trottinette, mais j'étais très motivée pour venir vous parler aujourd'hui de ce que nous avons fait dans la suite de la recherche sur Énergie Jeune. Alors, cette recherche, moi, j'en ai entendu parler alors que je n'étais pas encore rectrice. Et j'entendais les chercheurs qui étaient complètement ébahis devant les résultats, les premiers résultats qu'ils trouvaient. Et lorsque je suis devenue rectrice, j'ai pensé que ces compétences socio-comportementales que je ne connaissais pas vraiment, comment on muscle la persévérance, comment on arrive à faire coopérer les élèves, eh bien j'ai pensé que c'était sans doute une nouvelle frontière, quelque chose qu'on maîtrisait mal. Et nous nous sommes dit, avec les chercheurs qui travaillaient sur Énergie Jeune, finalement, on a des interventions qui sont des interventions extérieures et qui viennent dans la classe, mais et si on formait les enseignants, et si c'était eux le vecteur de transformation et de correcte appréhension de ce sujet des compétences socio-comportementales. Et donc c'est sur cette base que nous nous sommes dit, eh bien en fait, il faut faire une nouvelle recherche-action qui porte sur la formation, qui porte sur les enseignants. On va aller chercher là et voir si ça marche mieux ou moins bien, ou si ça marche tout court, de former les enseignants à cela. Et puis on va le faire en CP parce que c'est un niveau critique, parce que on était dans le moment du dédoublement des classes de CP. D'ailleurs, on s'interrogeait, est-ce que c'est plus efficace et plus coûteux, moins efficace et plus coûteux, ou l'inverse, enfin en triangle, en rond et en travers, d'avoir ce type de mesure que le dédoublement des classes. Voilà les questions qui nous animaient lorsque nous nous sommes dit, eh bien, on va essayer de créer quelque chose sur cette base, mais en direction des enseignants. Et donc, à partir de ce moment-là, il a fallu bâtir les éléments de cette formation. Et comme on ne trouvait pas tout à fait sur étagère la formation qui permettrait aux chercheurs d'évaluer les résultats, nous nous sommes dit qu'il fallait co-concevoir cette formation, donc qui allait ensuite faire l'objet d'un travail de recherche. Et c'est là où moi j'ai des choses à vous livrer, parce que c'est très très intéressant ce qui s'est passé dans la co-conception avec des chercheurs de très haut niveau, des inspecteurs, des praticiens de cette recherche, et puis de sa mise en œuvre. Il s'est passé des choses assez exceptionnelles du point de vue de la conception, formidable d'avoir des chercheurs et une dimension très aspirationnelle
apportés par les chercheurs pour les praticiens de terrain, et en même temps les chercheurs se sont beaucoup nourris des propos des inspecteurs, des enseignants qui étaient là. Et puis très très intéressant de savoir, de regarder ce qui s'est passé ensuite dans les classes, mais ça on n'a pas forcément le droit de dire à ce stade de la recherche les résultats. Mais donc je vais vous montrer juste une première petite vidéo qui montre comment les choses ont été conçues. Alors on m'a dit que j'appuyais sur un bouton, mais finalement ça se fait tout seul, c'est merveilleux. Les élèves français présentent un fort déficit de compétences socio-comportementales, coopération, sentiment d'auto-efficacité, persévérance, estime de soi. Ce déficit peut être relié aux performances scolaires moyennes des élèves, au fort déterminisme social et plus généralement au plus faible niveau de bien-être. De nombreuses études ont montré que des programmes visant à développer les compétences socio-comportementales peuvent avoir un impact positif sur les attitudes et les perceptions des élèves, ainsi que sur les apprentissages, le climat de la classe et la gestion de la diversité. Dans la suite de ces recherches, et à la lumière de la littérature scientifique internationale, il est essentiel d'agir au niveau de l'école élémentaire pour développer ces mêmes compétences. En effet, le développement des compétences socio-comportementales relève d'un double enjeu, celui de la réussite scolaire, mais aussi de l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation initiale. Par ailleurs, le développement des compétences psychosociales contribue à une amélioration du climat scolaire, point d'attention relevant d'une priorité nationale rappelée tout récemment par Monsieur le ministre. Initiée il y a 2 ans, la recherche Action Motive-Action se termine fin décembre 2023. Les résultats seront publiés en début d'année 2024 et nous les attendons avec forte impatience. Ils mesureront l'impact de la formation sur le développement des compétences socio-comportementales des élèves, ainsi que leur progrès en termes de réussite académique. La formation Motive-Action se découpe en 3 modules de 6 heures qui font système entre eux. Le module 1 relève de l'enseignement du fonctionnement du cerveau pour développer l'idée que l'intelligence est malléable. Le module 2 concerne les gestes évaluatifs, favorisant les progrès de tous les élèves. Le module 3, axé sur la coopération, implique les enseignants et les invite à passer à une pédagogie coopérative pour gérer la diversité dans la classe. À l'issue de ces 3 modules, des permanences mensuelles à distance sont animées par des formateurs et proposées tous les mois aux enseignants qui le souhaitent, afin d'échanger sur leurs pratiques et de faire des retours d'expérience. Cette formation puise sa force dans l'alternance des conférences des chercheurs et la mise en situation des personnes formées qui en éprouvent en direct des situations mettant en jeu leurs propres compétences socio-comportementales. Ensuite, les transferts sont faits pour s'adapter à la classe. Cette formation contribue à interroger et déconstruire certaines pratiques, tout en apportant des propositions pédagogiques et des outils pratico-pratiques, permettant à chacun de mettre en œuvre un enseignement, favorisant le développement des compétences socio-comportementales auprès des élèves. Les outils proposés ne sont pas enfermants et laissent toute liberté pédagogique aux enseignants. À titre d'exemple, les 21 structures proposées lors du module 3 permettent d'asseoir l'appropriation de la formation dans les gestes quotidiens des enseignants, tous domaines disciplinaires confondus. Près de 500 enseignants sont formés à Motive-Action depuis le début de la recherche Action, 400 sur l'Académie de Versailles et 100 sur celle de Paris, qui a rejoint le projet. À l'issue de chaque formation, les enseignants sont invités à noter ce qu'ils ont appris, ressenti, ou ce qu'ils mettront en place dès demain. Tous repartent très motivés et enthousiastes, comme en témoignent leurs écrits. Lorsque les résultats de la recherche seront diffusés, nous pourrons déployer la formation à grande échelle. Les formations Motive-Action seront proposées aux enseignants du bassin pilote de Saint-Quentin-en-Yvelines en 2023-2024. Un recrutement de formateurs départementaux est en cours pour permettre ensuite au plus grand nombre de bénéficier des richesses de cette formation à l'échelle de l'Académie. Je ne connaissais pas la vidéo, enfin j'en avais vu le début et ça me comble de joie de voir une inspectrice du premier degré qui s'est complètement appropriée des choses qui procèdent de sujets dont on ne leur parle jamais. Typiquement ce volet très aspirationnel, et voir qu'elle est en situation d'expliquer l'intérêt des compétences socio-comportementales et d'expliquer, ça c'est son métier, comment on a structuré la formation. Voilà, ça vraiment, ça me rend très heureuse. Elle a tout dit du coup.
En tout cas, ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a des ingrédients assez nouveaux dans cette formation que nous avons faite et que je trouve très engageante. Le fait d'avoir des chercheurs et des praticiens, c'est bien pour concevoir, ça se nourrit l'un l'autre, mais les enseignants vivent quelque chose d'aspirationnel qui est extrêmement important. Personne ne leur avait jamais dit avant cette formation comment fonctionne le cerveau. Personne ne leur avait dit, l'éducation, ses compétences, c'est peut-être une double dividende, une dividende individuelle, une dividende collective sur le plan plus économique. Et ça les a complètement stimulés, ça donnait beaucoup de sens à ce qu'ils faisaient. Deuxième chose, les modalités pour faire cette formation étaient assez nouvelles. Des gens de territoires différents se sont réunis, donc on n'était pas dans la petite circonscription, donc c'était important de les faire se déplacer. Et puis on a fait des conférences avec des grands chercheurs, des mises en situation comme s'ils étaient des élèves, donc par exemple en dessinant une étoile derrière un miroir et en se rendant compte que la première fois c'est difficile, la deuxième fois c'est difficile, la troisième fois c'est encore difficile, et qu'au bout de la 10e fois on est un peu plus droit dans le traçage de l'étoile. Et puis dernière chose, on les a mis en situation d'être des enseignants avec des aides. C'est typiquement le sujet des structures coopératives. Et ça a vraiment formidablement marché. Ce qui est très étonnant, ce sont les réactions des enseignants. Et peut-être pour finir sur une dernière et plus courte vidéo, puisque je sais que le temps est écoulé. Bonjour Madame Mahé. Bonjour, je vous remercie de nous accueillir dans votre classe de l'école 2D de Montigny-le-Bretonneux. Vous avez suivi la formation Motiv'Action cette année. Oui. Et je voulais savoir quel impact cela a eu sur vos pratiques professionnelles en classe. Alors moi j'ai tout de suite modifié deux choses. Déjà leur faire un retour immédiat, tout de suite, de me forcer quand ils travaillent sur les fichiers, de tout de suite leur faire un retour. J'avais déjà transformé de mettre plus de très bien, bien, assez bien, mais des quoi quand il y avait une erreur et qu'ils puissent, le droit à l'erreur, je le faisais déjà. Donc ça, le feedback immédiat. Et la deuxième chose que j'ai mis en place très récemment, c'est les microstructures pour mettre en place le travail coopératif. Alors c'est le début, ça tâtonne, mais c'est vraiment intéressant et on voit qu'ils progressent vraiment avec ça, qui coopèrent réellement. Vous avez participé donc à la formation Motiv'Action, qui est une formation innovante, basée sur un projet de recherche-action innovant. Que retenez-vous de la formation en tant que telle, au niveau de son format, de ses modalités Au niveau du format, ce que je trouvais intéressant, c'est de nous mettre, en questionnement aussi. Par exemple, on devait faire une étoile en miroir et nous remettre en fait en position d'élève. Donc ça, c'était vraiment intéressant parce que ça nous remet un peu à notre place d'élève, à quel point ça peut être frustrant d'être en difficulté, etc. Donc un vrai retour en arrière pour moi par rapport à ça. Et puis une prise de recul vraiment sur plein de choses de ma pratique, des petites choses. Donc c'était avec beaucoup de curiosité en fait que j'ai suivi cette formation et beaucoup d'envie de modifier des choses tout de suite. La recherche-action va bientôt être terminée à la fin de l'année 2023 et nous recrutons donc des formateurs qui auront à destination le département comme terrain pour former un maximum d'enseignants et leur faire bénéficier de cette formation innovante. Donc vous avez évoqué le fait peut-être de souhaiter rejoindre le vivier de formateurs. Peut-être, en tout cas voir quelle forme ça prend, mais je trouve que c'est une formation qui est tellement riche, qui est tellement facile à mettre en œuvre, que ce serait dommage de ne pas en faire bénéficier le grand nombre. Et en tant que maître formatrice, est-ce que dans le cadre de vos missions, vous envoyez une plus-value aussi? Alors oui, moi je l'ai tout de suite réutilisé avec les stagiaires qu'on a dans les classes et les stagiaires que je suis, notamment sur l'idée du travail en groupe, avec la phase individuelle, etc. Donc oui, j'essaye de tout de suite le remettre autour de moi. On vous remercie, madame. Merci. Voilà, elle a tout dit. Il y a une phrase de ce qu'en ont dit les professeurs. Bon, il y a des phrases qui tuent un petit peu. J'attendais cette formation depuis l'IUFM, pour ceux qui se rappellent de l'IUFM.
J'ai ressenti pendant cette formation de la curiosité, du plaisir, parfois aussi de l'inquiétude face aux chantiers à mener. Ce qu'ils disent avoir appris, par exemple, la plasticité cérébrale, c'est quelque chose qui a été assez déterminant, et même parfois dit dans des termes étonnants. Les enseignants qui sont là sont des enseignants expérimentés et qui avaient envie d'être là. L'une d'entre elles a dit « Ah oui, en fait, les élèves peuvent progresser. » Je dévoie son propos, mais en fait, c'était dans un contexte particulier où on expliquait les mécanismes du cerveau, le rôle de la métacognition dans les apprentissages, et puis la façon dont ils disent s'emparer de cela a posteriori. Et peut-être juste pour terminer très concrètement, on a mis après cette formation en place des cafés, des visios régulièrement, tous les mois, je crois, pour pouvoir avoir des échanges sur la mise en œuvre et suivre les choses. Donc on attend maintenant avec la plus grande impatience les résultats de la recherche qui nous diront l'efficacité du projet. Voilà. Merci beaucoup, Madame la rectrice. Et donc, nous allons passer à la deuxième partie de notre table ronde, qui va consister en une mise en perspective pour tenter de mieux comprendre pourquoi est-ce que l'on fait ce type de recherche, et pour aller dans la continuité de la précédente session, comment est-ce que l'on peut construire cet écosystème qui va permettre de développer encore davantage la recherche expérimentale en éducation en France. Et pour commencer, j'invite Marc à nous rejoindre au pupitre pour nous parler un peu plus en détail de ce que c'est que le programme IDE. Merci beaucoup. Merci Adrien. Oui, alors je voudrais vous parler du programme IDE, qui est un programme financé par l'ANR. Le petit nom joli qu'on donne à cette catégorie de programme, c'est les Equipex. Donc il s'agit d'un Equipex, et qui est un programme extrêmement important pour nous, dans lequel on s'investit énormément à JPAL avec nos partenaires dont je vais vous parler, et l'équipe formidable qui est accueillie à JPAL et qui met en œuvre ce programme. Donc, la fonction d'un Equipex, en général, quelle que soit la discipline, ce sont des instruments qui sont surtout destinés aux sciences dures, en vérité, mais qui sont aussi offerts aux sciences sociales. C'est de faire un investissement à long terme. On est sur une durée, on a un financement pour 8 ans, donc c'est vraiment un programme qu'on a le temps de construire dans la durée, de façon à faire quelque chose d'extrêmement stable et durable. Et l'objectif, c'est de développer la recherche expérimentale en éducation. Alors, à large échelle, parce qu'en fait, la recherche expérimentale en éducation, elle est extrêmement présente en France, comme dans d'autres pays, mais en grande partie sur des très petites échelles, sur des toutes petites interventions, dans un très petit nombre de classes ou avec un très petit nombre d'élèves, avec une visée qui est plutôt une visée analytique, conceptuelle. Et ici, on cherche à promouvoir une approche, c'est le sujet de ces 2 journées, qui vise davantage à informer les politiques. Et donc pour ça, on a besoin de passer à des échelles qui sont pertinentes pour penser les politiques elles-mêmes. Donc la recherche expérimentale à large échelle. Et évidemment, parce que ça va ensemble, promouvoir l'utilisation des résultats. C'est-à-dire que c'est aussi le sujet de ces 2 journées. La recherche qui n'est pas utilisée dans les domaines qui nous intéressent est totalement inutile. Donc on ne veut pas seulement rendre cette recherche possible, on veut aussi, dans le même temps, faire en sorte qu'elle soit connue, utilisée, utilisable par les acteurs. Et donc, du coup, le travail avec les acteurs va être absolument aussi important que le travail sur la recherche elle-même. Donc, 8 ans financés par l'ANR, je l'ai dit.
Très important, mais je passerai tout à l'heure à nouveau la parole à Axel pour développer cette partie, et je vais peu en parler, mais dans un partenariat avec l'ADEP à l'Éducation nationale pour tout l'aspect données qui est tellement crucial pour nous, et donc on fait un travail vraiment, je trouve, extrêmement satisfaisant, efficace. On avance extrêmement rapidement avec l'ADEP sur ce volet du projet, et j'espère que Axel va en témoigner dans un instant. C'est un projet qui, sur le plan institutionnel, réunit beaucoup de monde, c'est très important. Donc évidemment, il associe l'ADEP, il associe aussi dans les institutions l'ONICEP, je dirai peut-être un mot dans un instant. Et puis sur le plan scientifique, il y a évidemment le JPAL qui accueille ce projet, qui accueille les équipes qui mettent en œuvre ce projet. L'université PSL, et à l'intérieur de PSL, l'ENS, qui est le porteur du projet, et puis un ensemble de partenaires scientifiques, l'École d'économie de Paris, l'Université Grenoble-Alpes, et en particulier le labo du LARAC, Sciences Po, Neurospin, le labo de Stan Dehaene, le CNRS. Tous ces gens sont ensemble pour mettre en œuvre un certain nombre de chapitres de ce projet en fonction de leur spécialité et de leurs compétences particulières. Alors il y a trois grands volets dans ce projet. Faciliter l'accès aux données administratives. Donc je l'ai dit, Axel va en parler. Vous avez à droite une représentation de l'un des premiers résultats que nous avons obtenus avec l'ADEP, c'est un catalogue public des données qui sont accessibles aux chercheurs pour produire leurs recherches, dans un cadre expérimental ou non d'ailleurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui a nécessité un travail en fait extrêmement important et qui est incroyablement utile pour les chercheurs. Le deuxième volet, il consiste déjà, c'est celui qui est le plus focalisé sur la recherche. Il consiste à travailler sur des outils méthodologiques et des instruments de mesure. En éducation, comme dans tous les champs de recherche expérimentale, c'est extrêmement important de mesurer les dimensions sur lesquelles on espère qu'un programme va avoir des effets. Si on ne le mesure pas, il va absolument, on va pas pouvoir avoir de conclusion. Et donc progresser sur les instruments de mesure, c'est très important. Alors, on veut progresser. Il y a plusieurs sujets sur lesquels on est en éducation face à des difficultés. Un des sujets, c'est la mesure des pratiques des enseignants en classe. Mesurer les pratiques, c'est quelque chose de difficile. Une grande partie de la littérature bute constamment sur ce problème. On va essayer de progresser, d'améliorer nos capacités à faire ce type de mesures en ayant d'une part des captures vidéo et audio installées dans les classes, et d'autre part en utilisant les outils numériques qui se développent aujourd'hui en termes d'apprentissage informatique pour analyser ces données de façon systématique et être capable de décrire des pratiques enseignantes à assez vaste échelle de façon systématique et extrêmement cadrée. Un autre sujet qui est extrêmement, un sujet d'observation qui est extrêmement compliqué mais aussi extrêmement important, c'est les pratiques parentales. Que se passe-t-il à la maison ? Vous pouvez imaginer que c'est extrêmement difficile à documenter et à objectiver. Donc on veut aussi, avec notamment Carlo Baronnet, qui doit être là, que j'ai croisé tout à l'heure, à Sciences Po, progresser sur ces mesures. Et donc notamment, on travaille avec le département d'études cognitives de l'ENS sur des outils qui permettent d'enregistrer ce qui se passe à la maison sur les très petits enfants, et ensuite à nouveau d'analyser avec l'intelligence artificielle de façon systématique ce qui a été enregistré pour en construire sur cette base des indicateurs qui sont pertinents pour nos évaluations. Donc voici des exemples, des choses qui sur un plan très scientifique, on essaye de mettre en œuvre de manière à progresser dans les instruments dont on dispose. Et puis le troisième axe, il est évidemment tout à fait fondamental pour nous, il consiste à travailler avec l'éducation nationale.
dialoguer avec l'éducation nationale. L'exemple est dans cette salle avec la rectrice de l'Académie de Versailles. On installe le dialogue avec l'administration centrale, avec les acteurs, avec évidemment cet échelon clé dans le système français qu'est l'Académie et les recteurs et les rectrices, pour expliquer ce qu'est la recherche expérimentale, ce qu'elle peut apporter. Charline vient de l'illustrer, je crois, très bien, ce qu'elle peut apporter au système éducatif et le besoin qu'on a les uns des autres. Nous sommes chercheurs incapables de faire une recherche expérimentale s'il n'y a pas des autorités, des établissements, des acteurs, un terrain qui est prêt à nous accueillir pour faire nos expérimentations et à se prêter aux exigences que nous avons, qui sont parfois un peu extravagantes, de faire des échantillons tests et témoins, de venir mesurer tout un tas de choses, de récupérer tout un tas de données. Il faut que, et pour que ça se produise, il faut qu'on explique à quoi ça sert, pourquoi on le fait, et que si on fait des choses bizarres et un peu incongrues, c'est pas parce qu'on est complètement fou, mais c'est parce que ça va produire quelque chose qui est utile à cette institution. Donc ce travail, il est évidemment très important pour nous, pour qu'on puisse faire de la recherche de bonne qualité. Mais inversement, il faut qu'on aille aussi vers l'éducation nationale pour lui donner un retour sur ce qu'on produit et l'aider à se saisir des résultats de la recherche, ce qui est un exercice pas du tout trivial en vérité, et qui demande aussi beaucoup de travail dans la durée, de confiance, d'échange. Et donc, d'une part, on dialogue avec nos partenaires, et d'autre part, on offre un ensemble de formations qu'on inscrit dans les plans nationaux ou dans les plans académiques de formation pour expliquer au plus grand nombre d'acteurs, petit à petit, ce que nous faisons en recherche expérimentale et les intérêts que ça peut présenter pour l'institution. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup Marc. Et j'invite maintenant Axel à nous apporter la vision de l'ADEP et ses apports sur cet écosystème de la recherche expérimentale en éducation. Merci. Axel. Déjà, avant de revenir plus en détail sur ce qu'on peut mettre à disposition des chercheurs pour favoriser la recherche expérimentale ou la recherche non expérimentale d'ailleurs, juste rappeler que l'ADEP, en fait, en tant que service statistique ministériel de l'éducation nationale, elle conçoit et gère des très très larges ensembles de données sur le système éducatif qui vont couvrir de multiples dimensions et qui vont provenir de deux grandes sources, soit des données de gestion en fait du ministère, soit des données d'enquête, puisqu'on a une activité aussi très forte en matière de collecte de données. Et donc ces données de l'ADEP, elles sont évidemment une ressource extrêmement précieuse pour les chercheurs, notamment si on pense au développement de la recherche expérimentale à large échelle. On ne peut pas nécessairement se permettre de faire des collectes ad hoc ponctuelles dans les établissements scolaires, et il est vraiment nécessaire de pouvoir connecter en fait ces échantillons sur des sources administratives. Donc au sein de notre système d'information, ce qui est représenté là sur le schéma, c'est un peu les trois grandes entrées en termes de données. Et là, ce qui est mis en évidence, c'est l'exhaustivité de certaines informations. Donc on a par exemple à l'ADEP de la donnée sur 60 000 écoles et établissements scolaires, donc l'exhaustivité en fait du champ en France. On va pouvoir documenter dans ces établissements scolaires les caractéristiques de ces établissements, où est-ce qu'ils se situent. On va aussi pouvoir documenter l'offre de formation. On va pouvoir dire quelque chose de la population scolaire qui fréquente ces écoles et établissements scolaires, et puis également décrire les personnels et les moyens qui sont affectés à ces écoles et établissements, et dire quelque chose aussi de la performance moyenne de ces écoles et établissements. On a également de l'information à l'ADEP sur environ 1,2 million de personnels, l'éducation nationale étant le plus grand employeur de France.
Et sur ces 1,2 million de personnels, qui inclut évidemment pour une large partie des enseignants, on va pouvoir documenter leurs caractéristiques individuelles, leur formation initiale, leur diplôme, etc. On va aussi pouvoir décrire leur mission et leur lieu d'exercice, et puis dire des choses sur leur carrière, sur leur parcours dans l'éducation nationale, et également sur leur participation à des activités de formation. On a également de l'information sur 13 millions d'élèves et d'apprentis. À nouveau, on va pouvoir décrire leurs caractéristiques individuelles. Alors, on le fait un peu plus précisément pour les élèves dans le second degré, puisque pour ces élèves dans le second degré, on va pouvoir, par exemple, donner des informations sur leur origine socio-économique. On peut aussi décrire leurs conditions d'apprentissage. On sait situer chaque élève dans un établissement et dans une classe. Et puis, on peut également donner des informations sur leurs compétences. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on organise tous les ans en début d'année des évaluations nationales exhaustives qui sont d'une grande richesse pour les études en éducation. Et on a également pour tous ces élèves et apprentis l'ensemble de leurs résultats aux examens nationaux tout au long de leur scolarité. Et pour les élèves qui sont dans le second degré, donc dès l'entrée en 6e, on sait parfaitement décrire leur parcours tout au long de leur scolarité dans le secondaire. Donc ce sont vraiment des ressources qui sont très précieuses pour la recherche, également pour l'ADEPE et pour le ministère, quand il s'agit de décrire la mise en œuvre de la politique publique, notamment, et des politiques éducatives. Cet accès aux données pour les chercheurs et la mise à disposition de ces données pour l'ADEPE n'est pas sans poser des enjeux de différentes natures. Le premier enjeu pour l'ADEPE, c'est un enjeu de structuration et de documentation des jeux de données. On connaît depuis ces dernières années une montée en puissance sur la qualité et la quantité des données qui sont disponibles à l'ADEPE, du fait notamment des efforts considérables menés par l'ensemble des équipes de l'ADEPE pour mieux décrire les parcours des élèves dans la scolarité, pour décrire également les parcours des personnels, leur carrière. On a également de multiples mesures de compétences avec les évaluations nationales exhaustives qui sont amenées à se développer. Et puis, on a développé aussi de nouveaux instruments de mesure, de nouvelles enquêtes, notamment sur la question du climat scolaire ou la question des pratiques enseignantes que Marc vient d'évoquer. Donc derrière ça, il faut arriver à faire les jointures nécessaires entre les bases de données, à bien les décrire, bien les documenter, pour que les chercheurs puissent s'en saisir. Il y a un enjeu de compréhension aussi de la mesure des données. Ces données, pour certaines, elles sont issues de fichiers qui sont des fichiers de données de gestion, donc qui ne sont pas des données qui sont construites à des fins statistiques. Donc c'est important pour nous de pouvoir communiquer auprès des chercheurs ce que va mesurer ou ne pas mesurer une variable. Et puis évidemment, il faut pouvoir faire connaître ces données au-delà des institutions avec lesquelles on a l'habitude de travailler et qui ont l'habitude de nous solliciter. Et le catalogue des données de l'ADEPE que vient d'évoquer Marc est un très bel outil pour cet enjeu de diversification de la recherche. Et puis derrière, face finalement à cette profusion de données administratives au service de la recherche, nous sommes confrontés à l'ADEPE à une augmentation très forte de la demande des chercheurs, demande qu'il faut bien sûr qu'on absorbe de la manière la plus efficace possible, tout en restant dans un cadre conventionnel adapté, qui va notamment respecter les enjeux du RGPD. Et puis il y a la question évidemment de l'accès physique aux données. Aujourd'hui, pour travailler sur les données individuelles de l'ADEPE, il faut venir in situ à l'ADEPE, et on est en train, avec le soutien d'idées, de justement développer de nouveaux outils pour répondre à l'ensemble de ces enjeux. Donc ici, je suis là pour dire et remercier beaucoup le programme IDée pour son soutien. C'est un soutien financier et humain extrêmement important pour l'ADEPE, mais c'est pas que ça. C'est aussi une démarche collaborative, c'est une intelligence collective, et effectivement, on avance chaque semaine sur les différents outils qu'on estime importants pour favoriser cette recherche expérimentale. Et on peut
ne peut que se réjouir des avancées récentes. Ce qu'on est en train de construire à l'ADEPE, ce sont vraiment des nouvelles ressources, de nouveaux outils pour les chercheurs, mais aussi pour l'ADEPE, qui sont bâtis à partir des besoins de la recherche et des besoins de l'ADEPE. On a évoqué le fait qu'ici, il y avait un financement par l'ANR dans le cadre d'un programme de 8 ans. Nous, on a cherché vraiment à internaliser le programme IDE au sein de l'ADEPE dans une démarche pérenne qui se poursuivra même après la fin du programme IDE. C'est extrêmement important pour nous parce que ce programme, il nous permet de mieux valoriser nos données, de finalement nous inscrire pleinement dans les exigences de qualité de la statistique européenne, qui est le cadre en fait dans lequel on s'inscrit en tant que service statistique ministériel. Et derrière, les outils qu'on développe vont nous permettre de mieux valoriser, mieux animer la recherche en éducation, soutenir la recherche, qu'elle soit expérimentale ou pas. Et on espère derrière favoriser un débat public sur l'éducation qui soit davantage appuyé sur des résultats et des données issues de la recherche et une recherche rigoureuse en éducation. Donc ici, vous avez une copie d'écran du catalogue que Marc vous a présenté, qu'on est en train d'enrichir. Et puis par ailleurs, là, vous avez une maquette de l'interface chercheur, qui est la future plateforme d'accès à distance aux données de l'ADEPE. C'est un projet informatique vraiment de très très grande ampleur qui nous mobilise tous. On devrait aboutir à un premier prototype à la fin de cette année. Et le point à souligner ici important, c'est qu'on a un enjeu, nous, à l'ADEPE, c'est pas de devenir un simple point d'accès à la donnée, c'est-à-dire on ne se veut pas un supermarché de la donnée en éducation. On veut pouvoir maintenir notre rôle d'animation de la recherche, de production de la recherche en lien avec les équipes de recherche, et puis aussi favoriser la production indépendante de recherche en éducation. Donc il y a vraiment un enjeu de collaboration très fort à l'ADEPE. Et pour citer la directrice de l'ADEPE, Fabienne Rosenwald, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, vraiment voilà, de rappeler qu'on fait tout ça au service de la connaissance scientifique pour essayer d'éclairer au mieux les politiques éducatives. Merci Axel, et j'invite maintenant Madame la rectrice à venir nous parler des avantages de ce partenariat, notamment pour les académies. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis impressionnée parce ça fait plusieurs fois qu'on se retrouve dans ce type de configuration et je mesure les avancées à l'ADEPE et aussi pour l'Equipex. Donc bravo à tous les deux, ça progresse de semaine en semaine. C'est engageant. Peut-être, moi j'ai envie de rebondir sur les propos de Marc qui disait combien on avait besoin les uns des autres. L'éducation nationale a vraiment besoin de ce type de recherche. Du reste, l'école peut beaucoup, mais elle ne peut pas tout toute seule sur bien des sujets, et en tout cas sur celui-ci, sur aller pousser de nouveaux moyens d'être efficaces dans notre action. Eh bien, on a besoin des chercheurs. On a besoin des chercheurs lorsqu'on est comme on l'a vu tout à l'heure, sur des nouvelles frontières, des choses qu'on ne sait pas très bien qualifier. C'est le cas des compétences socio-comportementales auxquelles je crois beaucoup. Je voudrais illustrer mon propos aussi par une autre action qui est en train d'être menée. On donne dans l'Est du Val d'Oise des tout petits violons à des tout petits enfants qui ont entre 5 ans et 8 ans et qui, sur temps scolaire, font 3 heures de violon. Donc, parce que le violon, c'est petit, c'est l'agilité, ça se transporte facilement. Et on suppute, on espère que cela va venir stimuler les savoirs fondamentaux. Donc on a en ce moment une batterie de travaux de recherche qui vont de travaux avec Stanislas Dehaene pour voir ce qui se passe dans le cerveau jusqu'à le type de travaux qu'on vient de voir ici qui apprécient l'efficacité des choses. Donc sur ce type de sujets qui sont des choses sur lesquelles on a besoin de connaissances, vraiment on a besoin de la recherche.
On a aussi besoin de la recherche, je le disais tout à l'heure, pour mesurer le coût-efficacité de ce que nous faisons. La ressource, la dépense publique est limitée, même si moi je dépense beaucoup l'argent de l'État. Mais en tout cas, on aimerait en avoir beaucoup plus, mais il nous revient d'avoir des actions qui sont ciblées et efficaces. Et donc, il y a une courbe, je ne sais pas, Marc, si tu l'as montré, je ne crois pas dans ton propos liminaire, mais il y a un nuage de points où on voit différents types de mesures et leur coût-efficacité. Et c'est vrai que, par exemple, quand on compare le coût très important du dédoublement des classes en CP et ce qu'on est en train de mesurer de son efficacité avec ce type d'incitation, et je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas faire le dédoublement, bien au contraire, ça apporte bien des choses, mais en tout cas, c'est vraiment dans une ressource rare d'argent public, c'est vraiment très important, je crois, de savoir ce qui fonctionne, et puis de pouvoir aussi mesurer ce qu'est l'évitement du coût de l'échec. Ces mesures-là, ce qui va être très très intéressant, c'est de même que les violons, c'est de suivre les parcours des jeunes et de se dire qu'1 euro investi sur les violons, qui peut sembler être une action assez chère, et bien finalement, relativement à d'autres actions, est pertinente, et en tout cas, c'est un coût d'évitement de l'échec. On a besoin de ce type de recherche et de ce type d'action aussi sur les territoires et les élèves qui sont les plus fragiles. Il y a une corrélation complètement qui m'estomaque tous les jours entre le niveau social et éducatif des élèves et des familles et leur niveau scolaire. Et on voit au travers de ce type de recherche ce qui est efficace pour des publics qui ont besoin d'un peu plus et qui ont besoin d'un peu plus pour venir stimuler les compétences fondamentales. C'est pas du tout un supplément d'âme, ce qui se joue là. Ce qui se joue là, c'est vraiment des stimuli pour les savoirs fondamentaux, et c'est particulièrement efficace pour ceux qui en ont le plus besoin. Et puis on l'a vu, cette recherche, elle est nécessaire parce qu'elle donne du sens, elle donne du souffle aux acteurs de terrain. Je crois que les enseignants, c'est des gens qui sont diplômés, qui aiment leur métier, qui ont envie de se poser des questions et de savoir pourquoi ce qui marche. Et la formation initiale ne leur donne pas aujourd'hui toute cette dimension aspirationnelle. Ce serait formidable que cela évolue, mais en tout cas, voilà, je crois que ça donne beaucoup de sens et de souffle à une vie d'enseignante que de pouvoir la conjuguer avec la recherche. Et puis, tu l'as dit, Marc, la recherche, elle a besoin de l'école. Pénétrer dans la classe, pénétrer dans l'école, ça n'est pas très facile. Il faut des acteurs de niveau intermédiaire qui aient envie de lancer des grandes enquêtes comme cela, de s'en emparer. Je pense que les recteurs ont très envie de cela. Et ça appelle à une forme de révolution un peu girondine de pouvoir, voilà, vraiment à l'échelle de grands territoires comme ça, où on a des marges de manœuvre, de pouvoir lancer des grands programmes de recherche. Il faut que les communautés éducatives s'en saisissent. Alors, comment on fait le lien entre, par exemple, une rectrice et des écoles qui pourraient se dire « Ah, ça m'intéresse, les compétences socio-comportementales ». Moi, je crois qu'il faut un peu mettre, dans un moment où on libère beaucoup les initiatives des acteurs vraiment de proximité, y compris en leur donnant un peu de sous pour monter des innovations, je crois qu'il faut pouvoir mettre un petit peu sur étagère des dispositifs dont on a apprécié l'efficacité. Et donc, voilà, c'est ce qu'on s'efforce de faire. Nous, on a créé une InspireTech dans laquelle on met des projets qui soit nous semblent intéressants, soit qui sont éprouvés par les résultats de la recherche, et puis ensuite à nous aussi de donner envie aux acteurs. Et puis à l'inverse se pose la question de comment on passe à l'échelle finalement et comment on va plus loin. Donc cette idée d'avoir une forme de communauté apprenante, elle est importante, de pouvoir partager les choses. C'est la formation qui fait la transformation de l'école, donc avoir des programmes de formation qui sont issus de ces travaux
c'est vraiment très important. Et puis, enfin, eh bien, il faut que le ministère s'en empare. Et voilà, je crois que quand on a des projets comme cela, dont encore une fois, il faut attendre les résultats, voilà, moi je remercie tous les jours l'ADEPE de son appui, mais je pense qu'il faut aller vers une impulsion encore plus forte et se saisir de ces dispositifs, des résultats, et se dire quand on a ça, eh bien, on peut peut-être le généraliser. Le programme que vous avez vu sur Motiv'Action, on l'a fait à l'échelle de l'Académie, et nous nous sommes dit qu'il faudrait pouvoir se donner la capacité de le développer à l'échelle nationale. Donc on est en train de chercher les fonds pour pouvoir avoir le dispositif un peu sur étagère, et notamment au biais de vidéos et de MOOC, pouvoir former pour une partie distancielle, l'autre doit rester présentiel, on l'a bien compris dans l'expérimentation, etc., pour pouvoir eh bien, faire le passage à l'échelle, voilà, que j'appelle vraiment de tout cœur, mais il faut pour ça que le ministère s'en empare. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Tout d'abord, encore bravo pour ces différentes présentations, vos éclairages sur ce qui est fait actuellement en France et sur ce quoi on veut tendre. Encore merci pour votre écoute. On est un petit peu en retard, donc je vais faire très court. Je vais vous souhaiter un très bon appétit. Je vais vous demander de revenir à partir de 14h15 pour qu'on puisse commencer à 14h30 la prochaine session qui sera dédiée à l'initiative sur l'inclusion sociale en Europe. L'après-midi sera consacré à plusieurs sessions qui seront toutes délivrées en anglais. Je tiens à le repréciser. Donc je vous remercie encore une fois. Je retiens pas plus longtemps les intervenants. Merci beaucoup encore pour ces éclairages et je souhaite un bon appétit à toutes et à tous. Merci beaucoup.